Bobiso, Zongisa Biso, Nabobiso, Boania. Vous avez été justement en Afrique, c'était sous le coup de l'expulsion des autorités françaises ou c'était des vos propres faits? Vous savez que je suis déjà expulsé, la justice s'est déjà prononcée. Je ne veux pas continuer à attendre assez que le gouvernement français vienne me prendre manu militari. Comprenez que moi j'ai subi un coup, malgré cela je continue parce que ma volonté est plus forte que ça. Je subirai des coups parce que ça ce n'est pas la première, vous le savez, où j'ai risqué la vie à Kinshasa et consorts, au Soudan. Et ce n'est pas la première de fois où j'ai fait la prison, où je suis arrêté. Aujourd'hui, je suis expulsé. Je continue. Mais permettez-moi de le dire, je ne suis pas un panafricain des pacotilles ou des préfets comme des Kabila, Ouattara, Macky Sall ou même Macron peuvent jouer avec ma personne. Donc je prends mes dispositions. Vous avez été au Tchad, puis au Mali. Est-ce que tout ça c'était planifié ou juste un accident de calendrier? Non, bien évidemment, nous sommes dans une phase, je pense qu'il y a au début de l'année 2018, tout était prévu. Nous avions lancé l'almanach de UDC, d'où nous avions dit nos différents rendez-vous. Notamment le 14 juillet, il nous faut être à Brazzaville pour l'affaire de l'enfant Caïs, une forte mobilisation en justice pour Caïs. Au Mali, notamment le 20 juin, devait se tenir la mobilisation contre la présence militaire de la France, donc c'est-à-dire pour le départ de l'armée française. Il s'est fait que nous avions essuyé un refus. Le gouvernement malien a estimé qu'il y avait une menace terroriste et que l'état d'urgence était encore en vigueur. Donc vous voyez, c'est un peu comme d'habitude, hein, le copier-coller de tout ce qui se passe ici sur Paris. Donc, et puis au Soudan, nous sommes allés justement parce qu'il fallait faire... je dirais une aide ou une assistance humanitaire, d'autant plus que, vu la situation de jeunes Africains et des sinistrés de la Libye, il était question pour nous d'aller un peu à notre visage humain, parce que, vous savez, dans le manifeste en question, nous avions essayé de donner les grandes lignes et les grandes orientations, comment fonctionnera l'UDC et comment fonctionne l'UDC. Bien évidemment, il y a l'action sociale. À travers cette action, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de notre jeunesse, mais aussi de permettre de créer des cadres de mécanismes sur le plan éducatif et autres pour permettre à ces enfants et à ces jeunes Africains d'avoir un avenir brillant. C'est dans cette d'installer une base du MUDC en Afrique. Base, c'est un peu, ça serait trop dire, parce que vous savez, avec beaucoup de respect et de considération que j'ai pour la plupart des mouvements que j'ai trouvés en Afrique, je pense qu'il faut par contre parler de mutualisation de forces. Nous allons essayer de mutualiser nos forces parce que l'UDC n'est pas un mouvement à caractère, à pensée unique, un mouvement qui fonctionne sur des bases comme autrefois on connaît, de grands mouvements partis uniques qui n'a rien donné à l'Afrique. Nous ne sommes pas allés dans des pays pour écraser certains mouvements, leur dire vous n'êtes pas capable et vous ne faites rien. C'est-à-dire qu'avec le respect et la considération que nous avons de l'identité de tout un chacun, nous parlerons plutôt de la mutualisation de forces. Et c'est pourquoi nous sommes allés dans tous ces pays pour essayer de mutualiser nos forces avec toutes les organisations sur place, avec le mouvement qui est sur place. Bien évidemment, l'entrée de l'UDC sur le plan actif, parce que vous n'êtes sans ignorer que la vague que nous avions déclenchée a atteint tous les confins de la Terre, mais il suffit juste maintenant d'être actif réellement sur des terrains. Donc, étant donné que nous sommes alignés sur des mobilisations pacifiques, et rentrer maintenant avec ces cadres-là dans notre mère patrie, l'Afrique. Alors, au Mali, on a vu dans les réseaux sociaux, vous avez publié vos déplacements, vos activités, tout ça, et vous aviez justement le manifeste de Yakankou, du MUDC que vous avez inauguré, je dirais, au Mali. Et ces manifestes contiennent 5 points essentiels, dont le premier, c'est le départ de l'armée française et de toutes les bases militaires étrangères en Afrique. Pourquoi? Disons, nous parlons d'abord des nécessités, je m'aimerais rectifier sur ça. Il y a 14 points. Nous avons 14 points dans ces manifestes. Mais bon, la nécessité veut que le départ de l'armée française soit l'épicentre de tout. Parce qu'au lendemain des indépendances des pays africains, vous savez que l'Afrique n'a pas eu le génie de pouvoir récupérer sa sécurité, sa politique sécuritaire. Et n'est pas récupérer sa politique sécuritaire, n'est pas être maître de sa sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas avoir un État. Parce que la première vocation, je pense, d'un État, c'est de sécuriser non seulement les biens, les personnes
les frontières, mais aussi, je dirais, l'État en question qui vient de naître. Alors l'Afrique n'avait pas eu ces génies parce que de l'autre côté, il y avait le général de Gaulle qui subtilement avait réussi à duper la plupart des dirigeants africains ou assassiner ceux qui ont voulu justement la création d'une armée. Loin jusqu'au général de Gaulle. Tout à fait. Ceux qui ont voulu, nous sommes dans la continuité de cette œuvre. Je vous dis, ça va très loin. Très loin, j'aurai le temps de vous l'expliquer. Je disais que si nous prenons par exemple l'exemple, nous citons le président Modibo Keïta. Le président Modibo Keïta, le 20 janvier 1961, avait voulu justement la naissance d'une armée malienne souveraine et indépendante. Et c'est cette armée qui allait remplacer l'armée française, raison pour laquelle le 20 janvier 1961, Modibo Keïta demanda aux derniers militaires français de quitter le sol malien. Et dans cette logique et dans cette lignée, nous continuons dans ce sens-là parce que nous savons que le départ de l'armée française de l'Afrique, c'est le début de la souveraineté de notre peuple. Cette souveraineté à multiforme. Comment vous arrivez à cette conclusion que l'armée française part, ce sera le début de quelque chose de nouveau en Afrique? La plupart des régions. Elle est là, excusez-moi. L'armée française est aujourd'hui au Mali avec, juridiquement, je dirais, légal. Parce qu'il y a des documents qui prouvent que c'est l'État malien qui a demandé à la France comme partenaire pour aider le Mali pour lutter contre le terrorisme. Et aujourd'hui, il y a des documents justement juridiquement qui existent pour exempter même la France de tout bavure, je dirais, ou de tout acte, peu importe lequel, c'est l'État malien qui s'est porté garant. Et aujourd'hui, vous allez un peu à l'encontre de tout ça ou vous tenez compte quand même de cet aspect des choses? D'abord, je dirais une chose. Des documents juridiques, oui. Mais c'est quel type de documents juridiques? C'est des charabia juridiques. Oui, il y a des documents juridiques, mais c'est des charabia juridiques. C'est-à-dire que ce sont des documents qui sont élaborés dans des cellules militaires ou des renseignements à l'Élysée et qui sont imposés aux dirigeants africains. Imposés pourquoi? Je dirais d'abord d'imposer parce qu'il y a des dirigeants africains qui ne sont pas et qui ne veulent pas ces mécanismes. Mais c'est aussi, si j'ose dire, accepté par d'autres dirigeants. De quel type de dirigeants? C'est-à-dire des dirigeants qui ont été déjà cooptés et choisis par le mécanisme de la France-Afrique qui est cet État qui gouverne toutes ces choses. Donc il y a deux parts de choses. Des dirigeants qui l'acceptent parce que ces dirigeants-là sont là pour les intérêts français parce qu'ils ont été choisis par eux, et les dirigeants qui ne l'acceptent pas, à qui on impose. Donc ces doubles réalités voudraient me faire dire que ces charabia juridiques, à notre humble avis, n'est pas acceptable. Donc nous ne pouvons pas accepter de lois qui sapent la souveraineté d'un État, qui sape la souveraineté d'un peuple. C'est ça que nous refusons. Raison pour laquelle la présence de l'armée française sur ces terrains-là, ces documents ont été signés quand? Vous le savez, c'est quand les pays africains n'étaient même pas encore des États. Et au lendemain de la création des pays africains, il a été obligé à ses présidents et à ses États de continuer dans ce sens. Et tous ceux qui ont refusé, vous savez le sort. Aujourd'hui, moi, Zulu Diabanze est expulsé du territoire français. Mais hier, Thomas Sankara a été tombé. Modibo Keïta a été tombé. Sékou Touré a été malmené. C'est justement pour Patrice Lumumba. Quelle était la vraie décision prise par Patrice Lumumba qui a précipité sa mort? N'est-ce pas le fait d'avoir changé des officiers de l'armée nationale en liquidant tous les officiers de l'armée belge ou l'armée républicaine passée en mettant des officiers qui étaient africains? C'est cette logique-là, cette réalité. Parce que justement, un État qui n'est pas capable d'avoir sa propre armée, un État qui n'est pas capable de sécuriser ses citoyens, de sécuriser son État et ses institutions, n'est pas capable d'accompagner ses politiques, n'est pas capable d'avoir des projets, si vous voulez, à long terme, qui permettra à cet État de pouvoir être sûr d'en arriver au bout. Parce que regarde, la plupart des régimes progressistes ou des régimes qui ont porté les gènes du nationalisme africain n'ont pas fait long feu. Justement pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'armée et à chaque fois qu'ils allaient à l'encontre de la volonté de la France, ce sont des dirigeants qu'il fallait justement faire taire. Alors, pour vous, vous pensez que c'est la présence des armées étrangères qui aujourd'hui, en fait, crée cette forme de stabilité? Oui, elle est la condition, je vous dirais, indispensable, sine qua non, pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Et il est le devoir de chaque jeune Africain et Africaine, de partout. J'élargirai même à tout le noir, sans pour autant tomber dans des connotations racistes, que le premier devoir d'un homme, d'une femme sur terre, c'est de travailler. Et le premier travail de l'homme et de la femme africaine, c'est de faire la révolution. Et cette révolution consiste à permettre à la jeunesse africaine et à la mère patrie Afrique de récupérer et de se réapproprier ses richesses. Et cela n'est possible que par le départ de l'armée française et la fermeture de toutes les bases. Je fais une nuance de taille. Quand je parle de départ de l'armée française, je ne parle pas de retrait de troupes françaises.
Je parle des départs de tous les mécanismes mis en place, notamment ces charabia juridiques à laquelle vous faites allusion, notamment ces mécanismes de subordination des décisions politiques qui sortent des laboratoires et des capitales et des palais présidentiels de l'Occident, notamment les mécanismes, je dirais, des programmes d'éducation et des programmes scolaires qui sont imposés pour lobotomiser, programmer des enfants africains comme des matelots ou des militaires servant à l'armée, à la fois des consommations, à l'armée à la fois économique, à l'armée à la fois de domination de l'Occident. Je parle aussi notamment de tous ces mécanismes de santé, des mécanismes de santé qui sont mis en place, c'est-à-dire d'où la dépendance, je dirais simplement, de feuilles de route médicales de l'Afrique vient de l'Europe. Vous avez vu à un moment donné, les chloraphénicols ont été interdites. Ils ont été rétablis parce que les laboratoires français ont compris ils enregistraient de pertes énormes. Donc ce sont des mécanismes de subordination. Il y a notamment la question des intrants agricoles où aujourd'hui, si nous quittons le franc CFA, si nous chassons l'armée française, si nous mettons fin à l'immigration, l'Afrique restera dépendante de l'Europe sur ce qui est de notre souveraineté alimentaire. Nous aurons perdu la souveraineté alimentaire parce qu'au moment où je vous parle, les laboratoires européens sont en train de travailler des intrants agricoles, des engrais. Autrefois, dans nos villages, nos agriculteurs, voilà, il était question, tu manges quelque chose, tu prends le reste et tu replantes pour avoir... Il n'y a plus de semences et c'est la dépendance. C'est une lutte pour laquelle maintenant l'UDC va s'engager sur la première ligne. Parce qu'il en va de soi de notre souveraineté alimentaire. Et toutes ces questions n'est possible qu'avec la présence de l'armée française en Afrique et leurs bases multiples. Et la plupart des infiltrés que nous avons épinglés dans notre manifeste, de ces agents gouvernementaux, des coopérants, qui viennent avec des étiquettes X et Y pour continuer à subordonner notre mère patrie d'Afrique. Alors, vous revenez du Mali, là on est en France. Quel bilan vous pouvez dresser de votre péripétie malienne? Je ne dresse pas encore un bilan parce que, vous savez, dans les armoiries de notre organisation, il y a la tortue femelle. Une tortue femelle. Vous comprenez la marche de la tortue. Une lutte de révolution, c'est en profondeur. Et nous avons l'habitude de partir en douceur. Donc nous verrons les résultats après. Pour l'instant, je ne pense pas que je peux faire un bilan parce que je suis en train de continuer. Je suis ici sur Paris pour quelques jours. Je répare pour Bamako, Dakar, bien évidemment, parce que nous continuons tous ces travaux que nous sommes en train de faire parce qu'il était question maintenant d'être actif sur le terrain africain, donc c'est-à-dire dans notre mère patrie l'Afrique. Donc je continue. Il serait trop péremptoire et trop précipité aujourd'hui de faire un bilan parce que nous continuons un travail de fond. Un travail qui, je pense, dans les jours à venir, comme je l'ai dit, dans cette lutte que nous venons d'engager ou dans cette guerre déclarée contre la présence des troupes françaises en Afrique, il n'est plus question de compter le jour, mais de faire en sorte que chaque jour compte. Alors, pour la jeunesse, les jeunes de partout, comme vous l'avez dit, bref, les Noirs de partout qui vont vous écouter, pour faire partir de ces combats contre la présence de toutes ces armées, qui est le point névralgique dans votre manifeste, il faut-il faire partir absolument de ces mouvements que je ne dirais pas radical parce que dans notre vocabulaire, le radicalisme n'existait pas, je dirais plutôt ces mouvements fermes sur leur position qui nécessitent ou exigent absolument le départ de ces armées de l'Afrique. La libération de notre mère patrie, l'Afrique, ne consistera pas simplement par le nombre de jeunes gens qui sortiront dans les rues, mais surtout par le nombre des érudits panafricains qui monteront sur la première ligne du combat. Notre mouvement est sur la première ligne du combat. Tous ceux qui viennent, ce sont ceux qui sont déterminés à aller sur la première ligne du combat. Donc ce sont ces érudits-là dont nous avions besoin pour venir parmi nous, parce que nous avions fait une dissension, un divorce avec les intellectuels. Donc nous travaillons avec des érudits africains et panafricains. Donc bon, que ceux qui sont habitués de faire le perroquet ne reprennent pas pour aller encore répandre de l'autre côté. Nous travaillons avec des érudits panafricains et ce n'est pas simplement le nombre de la masse qui sortiront. Mais il est important que ces jeunes-là comprennent, en ayant déjà ces manifestes, c'est un symbole, si j'ose dire, un symbole de ralliement à ces mouvements pour la libération de notre mère patrie l'Afrique, mais aussi de la croissance exponentielle de nos idées et de la volonté ferme de toute une jeunesse africaine aujourd'hui déterminée d'avoir à exercer sa souveraineté sur tout le plan. Donc, il est question, pour dire de manière succincte, que tous ceux qui aujourd'hui aspirent à la liberté, nous l'avions dit à plus d'une fois, tous ceux qui aujourd'hui aspirent à la liberté, qui aspirent de voir l'Afrique libre, font partie de l'UDC. Mais tous ceux qui veulent s'engager sur la première ligne du combat, ces gens-là doivent intégrer notre organisation
dans le sens organisationnel de la structure, pour pouvoir être avec nous sur la première ligne du combat. Donc il y a cette différence. Alors, lorsque vous tenez le manifeste dans votre main comme ça, si on peut le comparer à une arme à des destructions ou une arme quelconque, ce serait une bombe H, une Kalachnikov ou un pistolet? C'est une innovation parce que c'est une bombe qui n'existait pas encore, mais c'est une bombe à fragmentation multiple. Mais c'est une bombe à construction massive et à libération massive. Ce n'est pas une arme à destruction ou à détérioration, mais c'est une arme à construction et je dirais à libération massive, mais à fragmentation. Parce que vous aurez à remarquer que chacun aura compris point par point, où chaque point aura son effet d'une manière ou d'une autre, donc de manière assez distincte les uns des autres. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, mais il faudrait toujours faire la différence, entre le feu d'artifice et cette bombe à fragmentation multiple. Parce que vous savez, le feu d'artifice attire, émerveille les gens parce que c'est de la plaisanterie, c'est de l'irréel. Mais là où il y a des bombes à fragmentation capables d'opérer des changements, c'est-à-dire c'est toujours soit on est à découvert, soit on vient, on ne se fait pas voir, soit on est là et on s'engage. Donc c'est un peu le résumé de ces manifestes qui est pour nous cette bombe à fragmentation, mais à construction et à libération massive. Et bien évidemment, je voudrais dire à tous ceux et à toutes celles qui veulent se procurer du manifeste, ici en Occident, dans le monde occidental, ces manifestes est à 1 €. En Afrique, par contre, c'est distribué gratuitement. Vous comprenez, je pense, par rapport au coût de la vie, pourquoi nous avions choisi cette stratégie. Partout où nous sommes passés en Afrique, on vous dira, ça a été distribué gratuitement. Et l'engouement de la jeunesse africaine m'a encore émerveillé. Et là, ici, c'est-à-dire que quand j'ai dit en Afrique, y compris les Caraïbes et Antilles, ça sera gratuit. Uniquement dans le métropole, c'est-à-dire en Occident, Europe occidentale et Amérique du Nord, ça sera à 1 €. Et donc, comment faire pour se les procurer? Il y a sur le site www.marron-unité-dignité-courage.net, il y a un lien appel aux dons. Donc quand vous rentrez là, vous faites 1 €, vous laissez vos coordonnées, on vous appelle et on vous remet le manifeste pour ici. Par contre, pour l'Afrique, Caraïbes, Antilles, ça sera distribué gratuitement, y compris l'Amérique latine.